Dans le cadre du cycle de rencontres Americas, organisé par l'IPEAT, l'Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques à Toulouse et le pôle sud-ouest de l'IDA, Emmanuelle Pérez-Tisserand, docteure en histoire et maîtresse de conférences à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, présentait mercredi 20 septembre 2023 son ouvrage intitulé « Nuestra California, une histoire politique de la Californie mexicaine, de Zorro à la ruée vers l'or », paru aux presses universitaires de Rennes. Donc je vais commencer, il y a toujours des préliminaires à toute chose. Et donc je suis Guillaume Godin, je suis historien, maître de conférence à l'Université Toulouse Jean Jaurès et je dirige l'Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques à Toulouse, qui donne IPEAT en plus rapide. Et avec la librairie Ombre Blanche depuis maintenant 1 an, on organise un cycle de conférences qui s'appelle Americas et aujourd'hui c'est la 6e édition. Je commence par vous indiquer qu'au mois de novembre, il y aura 2 autres moments de présentation de livres ou pas de livres, puisque le 18 novembre, c'est une collègue qui s'appelle Eugenia Palieraki, qui travaille sur les révoltes, les révolutions en Amérique latine au 19e et 20e siècle, qui présentera un livre. Le 18 novembre, comme vous le savez tous, c'est un samedi et ça aura lieu à 11h du matin. Et puis, très vite après, le lundi, à 18h cette fois, une collègue qui vient des États-Unis, mais qui est péruvienne d'origine, va pas présenter un livre en particulier, mais nous présenter un personnage tout à fait exceptionnel qui s'appelait Guamán Poma de Ayala, qui est un Indien, un Amérindien du Pérou, qui a vécu au début du XVIIe siècle et qui est connu pour une lettre manuscrite qu'il a adressée au roi d'Espagne avec énormément de dessins. Et elle a beaucoup travaillé sur ce personnage très intéressant. Voilà pour les annonces, ce qui me permet de passer à la page suivante pour vous présenter Emmanuelle Pérez-Tisserand. Donc, Emmanuelle Pérez-Tisserand est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Elle est membre du laboratoire FRAMESPA, qui veut dire France, Amérique, Espagne, Société, Pouvoir, Acteur. Il faut chercher les lettres, tout ça, c'est amusant. Je ne vous le dis pas, mais il y aura un quiz à la fin. C'est pour ça qu'il insiste. Il y a toujours un quiz. Donc, elle vient de publier un livre que je ne peux pas montrer, parce que j'ai mes papiers, qui est tiré de sa thèse de doctorat qui a été soutenue à l'EHESS, un autre sigle que je ne déclinerai pas. Et ce livre est paru aux presses universitaires de Rennes dans une collection importante qui s'appelle Amérique et il s'intitule Nuestra California, une histoire politique de la Californie mexicaine, de Zorro à la ruée vers l'or. L'ouvrage a reçu 2 prix. C'est vous dire qu'il est important, excellent et que je l'ai lu avec appétit et que je le relirai à Noël. Voilà, c'est prévu. Donc le premier prix, c'est celui de l'IDEA, Institut des Amériques, et le second, c'est le prix Thiessé-Rougemont de la Chancellerie des Universités de Paris. Emmanuelle est aussi l'autrice de nombreux articles dans des revues scientifiques prestigieuses. La Revue d'Histoire moderne et contemporaine, les Mélanges de la Casa de Velázquez, Études rurales, dont un article qui a lui aussi reçu un prix de l'Organisation des historiens américains, publié dans le Journal of American History. Elle développe aussi, Emmanuelle, le goût et le talent pour diffuser les savoirs. C'est pourquoi aussi on est content d'être là, parce qu'on va apprendre des choses. Et elle le fait, par exemple, dans des émissions sur France Culture que vous pouvez écouter à tout moment de la journée. Il y en a plusieurs remarquables. Elle aussi écrit dans des livres qui s'adressent à un public plus large, comme celui qui s'appelle L'épicerie du monde. Et vous avez, en plus d'une grande historienne qui a reçu de multiples prix, la spécialiste mondiale du guacamole, du chili con carne, du maquis et de la batée. Peut-être qu'elle pourra nous en parler. Tout cela, vous pouvez le lire dans L'épicerie du monde, donc. Elle a aussi publié en 2019, dans un magazine qui s'appelle L'Histoire, un article qui s'intitule « Zorro, la légende de la Californie ».
Et Zorro est aussi dans le titre. D'où ma première question à propos de ce livre, puisque c'est aussi l'entrée en matière du livre, l'introduction. Donc, tu commences d'emblée par nous parler de Zorro. Donc, où et quand Zorro vécut-il, s'il a jamais vécu? Et est-ce que tu peux nous dire en quoi Zorro exprime un moment ou une mémoire, une pensée de l'histoire des États-Unis? Oui, alors donc Zorro, c'était pour vous faire venir là et ça marche. Donc l'idée, bon, effectivement, j'ai pas mis de date sur le titre et c'était aussi tout en faisant allusion à des dates, puisqu'effectivement Zorro, la fiction de Zorro, et en particulier celle que vous connaissez sans doute, parce que en France, c'est celle qu'on connaît le mieux, c'est celle qui a été la série faite par Walt Disney et qui a été diffusée depuis les années 60 en France et qui a été produite à la fin des années 50. Et donc Zorro, vous ne le saviez peut-être pas, enfin, sauf ceux qui me connaissent parce que j'en parle régulièrement, mais ça se passe en Californie au début du 19e siècle. En fait, les premières images de la série Zorro de Walt Disney, c'est un bateau un peu comme celui que tu avais sur ton fond d'écran, avec la date 1820. Et ce qui est assez frappant, c'est que moi, Zorro, je le connaissais évidemment bien avant de travailler sur la Californie, mais comme beaucoup d'entre vous, je pense, il faudrait faire un test, là c'est trop tard, mais on n'a pas forcément idée que ça se passe en Californie. On voit bien que c'est un contexte espagnol, probablement colonial. On voit un peu des Indiens, mais en fait, on a peu conscience que ça se passe en Californie. Et pour moi, ça dit plusieurs choses. Ça dit le fait qu'il y a une sorte d'effacement, d'angle mort, en fait, du fait que cette région du sud-ouest des États-Unis a fait partie du monde hispanophone, donc de la colonisation espagnole, de la monarchie espagnole et ensuite du Mexique, et que c'est aussi volontaire que ce soit pas trop présent. C'est-à-dire qu'à la fois Zorro, donc la première fiction par feuilleton, et puis ensuite les adaptations cinématographiques dès les débuts de Hollywood, et ensuite même l'adaptation en série par Walt Disney, elles sont tournées en Californie. Évidemment, c'est pas un hasard que ce soit tourné en Californie et que ça raconte en Californie, depuis la Californie, le passé plutôt espagnol et plutôt pas mexicain de la Californie, mais c'est quelque chose que à distance en Europe on ne réalise pas forcément. Donc c'était aussi pour produire cet effet de en fait je pensais que je ne connaissais pas la Californie de cette époque-là et en fait je la connais puisque on a tous quasiment toutes et tous vu des épisodes de Zorro et donc en fait on a des représentations déjà sur ce qu'est la Californie. Qui vient aussi, j'ai parlé de Hollywood, c'est vrai que la Californie, quand on y arrive, moi j'y ai passé un certain temps notamment pour aller aux archives, en fait on a parfois l'impression de déjà la connaître parce qu'elle est tellement diffusée par les moyens de la culture de masse. Et l'autre un peu justification, et ça c'est le début de mon introduction, c'est qu'en fait, y compris scientifiquement par rapport à la question que je me suis posée dans cet ouvrage qui est finalement, qu'est-ce que ça a comme effet l'indépendance du Mexique, donc toute la longue guerre d'indépendance du Mexique, quel effet ça a finalement dans des endroits qui sont pas du tout centraux pour la colonisation espagnole à cette époque-là. La Californie, c'est vraiment le bout du monde, c'est vraiment un endroit colonisé très récemment par les Espagnols. C'est vraiment une périphérie. Et finalement, dans une interrogation un petit peu on y reviendra peut-être de politisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après toutes ces révolutions, ces indépendances, pour les gens dans la manière dont ils conçoivent leur place dans une entité politique, qu'est-ce qui se passe et donc ça, c'était mon interrogation scientifique. Et en réalité, quand on regarde Zorro, donc j'ai dit les premières images, c'est 1820, un navire qui arrive sur les côtes, et puis s'en suivent toutes les aventures de Zorro, dont vous vous souvenez peut-être ou peut-être pas. Mais en gros, ce qu'on comprend, c'est que y a un certain nombre de changements politiques qui ont lieu. Notamment l'arrivée d'un gouverneur, il y a des complots, il y a le gouverneur est particulièrement tyrannique, il est question aussi de martyriser les missionnaires, les représentants de l'Église, et il se passe des nouvelles choses. Et donc on voit qu'il se passe des choses, mais elles sont jamais nommées comme étant c'est le résultat de l'indépendance, c'est les résultats des politiques républicaines, fédéralistes, qui seraient anticléricales. C'est toujours allusif,
Et donc, bon, c'est le rôle de la fiction, hein, de ne pas nous figer trop dans un contexte historique, mais j'ai trouvé que ça pouvait être, et c'est ce que je développe dans l'introduction, c'est intéressant aussi de se dire, en fait, peut-être que nous, on en fait quelque chose d'énorme, surtout en France, parce que la Révolution française, on sait que il se passe des choses importantes politiquement après la Révolution française, mais ça, c'est une vision un petit peu centrale. Et finalement, peut-être quand on déplace le regard, quand on regarde pour les gens ce qui se passe à l'indépendance, peut-être que finalement, voilà, en septembre 1821, quand l'indépendance du Mexique est proclamée à Mexico, en fait, il se passe rien en Californie. Il va se passer des choses très progressivement dans les mémoires des acteurs qu'on peut lire par la suite ou dans la correspondance même contemporaine. On voit qu'il y a un petit peu des confusions entre les guerres d'indépendance, l'indépendance elle-même, la proclamation de l'Empire, la proclamation de la République. Tout ça n'est pas extrêmement clair pour tout le monde, et donc ce que ça signifie dans le quotidien des gens, il n'est pas forcément aussi clair que nous, notre chronologie qu'on apprend à l'école. Enfin, on n'apprend pas tellement la chronologie mexicaine à l'école, ni même celle des États-Unis, mais voilà, 1821 l'indépendance, 1823, 1824 la République fédérale, etc. En fait, voilà, ces chronologies, elles sont intéressantes, mais il faut aussi essayer de les voir du point de vue des acteurs. Donc c'était un peu une longue réponse pour ta première question. Mais non, mais voilà. Merci, ça permet de planter un décor un peu en carton-pâte, puisqu'il s'agit d'une représentation depuis le XXe siècle états-unien, d'une période historique qui était jusque-là un angle mort. Avant ton livre, en fait, on n'avait pas travaillé sur cette question. Et du point de vue de l'histoire des États-Unis, il y avait ce qu'on appelle la destinée manifeste. La destinée manifeste, comme quoi ça devait arriver de toute façon que la Californie finisse par devenir entrer dans le giron des États-Unis. Donc je dis décor en carton-pâte parce qu'on aimerait savoir un peu plus qu'est-ce que c'est que la vraie Californie dans ces années 1820. Tu as parlé d'une périphérie, et puis en même temps, on sait que pour des raisons de courant marin et de vent, c'est une région qui est aussi connectée, et puis c'est aussi une région qui renvoie à la question de la frontière, qui est un thème important pour les historiens des États-Unis, mais aussi d'Amérique latine. Donc peut-être plutôt, est-ce que tu pourrais nous décrire davantage cette région qui évoque beaucoup de choses dans nos esprits abreuvés de films américains, mais à ce moment-là, à quoi ça ressemble? Oui, donc oui, peut-être qu'on peut mettre les cartes. Donc, la Californie dont il est question dans le livre, c'est essentiellement ce que les Espagnols et les Mexicains, au moment de la coloniser, appellent la Nueva California ou la Alta California, c'est-à-dire la Haute Californie ou la Nouvelle Californie, puisqu'en effet, il y a déjà une Californie qui est la Basse Californie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Baja California, qui est toujours sous souveraineté mexicaine, qui constitue deux États en fait des États-Unis mexicains. Et donc, c'est Californie. Donc, en fait, le terme de Californie vient de l'imaginaire chevaleresque, des romans de chevalerie de l'époque, de la fin de l'époque médiévale. Donc, c'est même Cortés qui, donc le conquistador, dont vous connaissez peut-être le nom, qui même, le Pacifique l'intéressait aussi, parce que quand même l'idée c'est toi le spécialiste, mais l'idée c'était aussi au départ pas d'aller aux Amériques, mais d'aller aux Indes, et donc le Pacifique était intéressant pour cela. Et donc apparemment ce serait de lui que viendrait ce toponyme, et on croyait d'ailleurs au départ que c'était une île, la Californie. Alors là on le voit sur cette carte ici, on voit la péninsule en fait. Et donc au départ, avant d'avoir exploré tout ce nord qui a mis un peu de temps à être exploré, conquis, occupé par les Espagnols, on pensait peut-être que c'était une île. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu des cartes très anciennes où la Californie est représentée comme une île. Donc la Basse-Californie a été colonisée en tout cas explorée, puis ensuite colonisée relativement tôt dans ce processus. Par contre, la Haute-Californie ou Nouvelle-Californie, elle est disons qu'elle est, on commence à l'explorer. Il y a des expéditions maritimes qui la reconnaissent, etc. Effectivement, pour des questions de vent et de courant marin, puisque alors là, j'ai pas de carte centrée sur le Pacifique, mais les Espagnols étaient aussi présents à Manille, et c'est Urdaneta, un navigateur qui au XVIe siècle
Donc on savait aller dans un sens, mais par contre on ne savait pas revenir. Et donc il fallait trouver le courant retour. Et il se trouve que le courant retour qui permet le plus facilement de revenir en Nouvelle-Espagne, donc ce qu'on appelle le Mexique aujourd'hui, il passe très au nord en fait. Et donc assez tôt, il y a eu des projets présentés au Conseil des Indes, à la cour, enfin à la monarchie espagnole, de fonder des établissements en Haute-Californie pour faire étape pour le galion de retour. Puisque le voyage de retour était très très long. Donc il y a eu des projets assez tôt, mais en fait les premiers établissements, la fondation des premières missions, je reviendrai sur ce terme, des premiers établissements tout simplement coloniaux en Californie, datent de la fin du XVIIIe siècle. Le premier, c'est San Diego, donc le plus au sud, en 1769. Celui que j'aime bien rappeler parce que ça permet en fait de faire le parallèle entre l'histoire des États-Unis et l'histoire du Mexique et notamment de cette région qui ensuite a fait partie des États-Unis. C'est 1776 qui est donc, on le sait tous, à peu près la date d'indépendance, la déclaration d'indépendance des États-Unis. C'est aussi la date de la fondation de San Francisco, sous la forme d'un fort militaire, un petit fort militaire, un presidio, et aussi d'une mission d'évangélisation qu'on voit toujours. C'est le quartier de la Mission pour ceux qui connaissent San Francisco. C'est la mission donc Dolores. Donc j'ai parlé de compagnie militaire et de forts militaires et aussi de missions, puisqu'en effet le modèle qui est réadopté, qui est un modèle de longue date pour la colonisation espagnole aux Amériques, c'est de faire des collectifs autochtones qui sont présents et qui sont nombreux et très très variés. On voit un peu, c'est les aplats de couleurs, c'est les différents collectifs autochtones qu'on peut repérer en Californie, surtout sur la côte à cette époque-là, mais c'est vraiment des collectifs très variés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'image des Apaches, des Comanches, des Utes peut-être, qui sont ou des Lakota, qui sont des grands collectifs qui occupent des territoires assez importants. En Californie, c'est extrêmement divers et variés, avec des découpages très fins et des différentes familles linguistiques et culturelles et aussi politiques. Et en tout cas, il s'agit de faire de ces autochtones des sujets du roi d'Espagne et donc d'intégrer ces territoires à la colonisation, non pas tellement en les peuplant par des Européens ou des métis, même si ça va être le cas un peu plus tard, mais en fait par une occupation un peu minimale, une venue un peu minimale de représentants de la couronne, c'est-à-dire 2 missionnaires par mission et une petite compagnie militaire par fort, il y en a 4 en tout en Californie, de mettre cette région sous souveraineté espagnole. Donc l'idée, c'est de catéchiser ces populations et non seulement de leur apprendre le catéchisme et d'être baptisés, mais aussi de leur apprendre ce que c'est que d'être un bon sujet du roi d'Espagne, c'est-à-dire de vivre dans des villages, n'est-ce pas ? On a travaillé là-dessus récemment avec Guillaume, donc d'être rassemblés dans des villages, de cultiver les terres, de faire de la céréaliculture, de cultiver la vigne, parce qu'il faut du vin pour l'Eucharistie, etc. Donc toute une transformation des modes de vie autochtones qui se fait progressivement à partir de 1769 et pendant toute la période en réalité espagnole jusqu'en 1821. Donc voilà, pour donner des chiffres, c'est évidemment très difficile d'établir des données chiffrées, mais pour prendre la fin de la période que j'ai étudiée, on pense qu'en 1846, il y avait environ 10 000 ce qu'on pourrait appeler des colons, si vous voulez, des personnes qui étaient considérées comme non indiennes en Californie, sur un territoire qui si on prend l'État de Californie états-unien actuel, c'est un peu plus petit que la France. Donc c'est absolument gigantesque pour 10 000 personnes. Et évidemment, il y a beaucoup plus d'Amérindiens. Là encore, on avance le chiffre en 1821 parce que le gouverneur proteste auprès du gouvernement mexicain qu'il ne peut pas faire de 25 000 Indiens des citoyens comme ça du jour au lendemain. Et donc voilà, on a ce chiffre de 25 000 qui représente en gros les natifs qui étaient catéchisés dans les missions, mais c'est sans compter ceux qui étaient toujours autonomes dans l'intérieur des terres. Voilà, est-ce que ça répond à ta question sur le contexte ? Et donc oui, quand même, justement par rapport au carton-pâte, donc il n'y a pas de fort à Los Angeles, contrairement à ce que raconte Zorro. Le fort le plus proche de Los Angeles, c'est Santa Barbara. Et oui, parce que j'ai pas parlé des pueblos tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas une colonisation de peuplement.
en réalité, ça change un peu à la toute fin vers la fin non, pas la fin du 18e. En 1777, puis en 1781, il y a 2 projets de fondation de villages, parce qu'il y a des conflits, évidemment, dans la colonisation entre, comme ça c'est comme dans Zorro, il y a des conflits entre les missionnaires et les militaires. Normalement, les missions sont censées, par leur production de céréales, fournir des dents et d'artisanat, fournir les forts, puisque les militaires, ils n'ont pas que ça à faire, ils doivent faire la guerre, etc. Et donc, eux, ils défendent, et les missionnaires et leurs ouailles sont censés fournir les denrées au village, et en fait, au fort. Et en fait, il y a beaucoup de conflits et donc la couronne décide de fonder des villages de colons pour essayer d'améliorer ça. Et donc en 1781, c'est la fondation de Los Angeles. Comme ça, voilà, vous saurez de quand date LA. Merci. Donc aussi, tu me disais, ça nous montre qu'il y a une chronologie assez étrange pour cette région dans l'histoire européenne de la colonisation. Ça arrive très tard. Et tu me disais que dans certaines universités aux États-Unis, le département d'archéologie allait jusqu'en 1700, travaillait jusqu'à des dates très récentes, jusqu'en 1769, c'est ça? Oui, voilà. En gros, donc, chez les archéologues préhistoriens, en gros, tant qu'on n'a pas de documentation écrite, on est dans la préhistoire. C'est un peu la définition qu'on apprend à l'école de la préhistoire. Le changement entre la préhistoire et l'histoire, c'est l'invention de l'écriture. Et donc, pour les peuples qui n'ont pas inventé l'écriture, c'est-à-dire qui n'utilisent pas l'écriture comme moyen de transmettre, qui n'utilisent pas l'écriture, c'est pas tellement qu'ils l'ont pas inventé, c'est qu'ils l'utilisent pas, ils en ont pas besoin. Ils ont d'autres moyens de. Et donc, effectivement, il y a cette rupture-là avec la colonisation arrive l'écriture, donc tout d'un coup, on passe à l'histoire. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là, en termes d'histoire des savoirs aussi. Mais néanmoins aussi sur les connaissances produites, ça fait que, notamment à l'université de Santa Clara, qui se trouve sur la mission de Santa Clara, on a le département d'archéologie et d'ethnologie qui sont fusionnés en fait et qui travaillent ensemble, ce qui permet aussi de contourner un certain nombre de biais de l'histoire qu'on peut écrire, c'est-à-dire que avec l'archéologie et avec des sources ethnographiques, c'est-à-dire des enquêtes orales qui ont eu lieu a posteriori ou l'analyse ethnographique des restes archéologiques, on peut aussi arriver à faire émerger une histoire qui ne soit pas que celle des colonisateurs, parce que c'est vrai que quand on lit les sources d'époque qui décrivent la colonisation de la Californie, faut s'accrocher un peu parce que on parle des Indiens barbares, on parle de gens civilisés. C'est vrai que c'est un vocabulaire qui est très ethnocentré, c'est-à-dire qui reflète la perspective qu'avaient les colonisateurs de venir en Californie, faire le bien, apporter la civilisation. C'est vrai que c'est des choses qu'on a tendance à voir les choses un peu différemment aujourd'hui, et donc ces sources ethnographiques et archéologiques permettent de le faire, même si on a toujours ce vocabulaire effectivement préhistoire, histoire qui est un peu curieux. Donc aussi, ce qui fait de cet espace un espace particulier, donc c'est cette chronologie tardive de colonisation, et ces gens sont confrontés, du moins les colonisateurs, à une question qui pour les autres est plus ancienne, ou du moins remonte à plus longtemps, c'est l'indépendance arrive alors qu'eux ne viennent pas d'arriver, mais presque. Et donc la question qui est le point de départ de ton travail, c'est de savoir comment réagissent et de voir qu'il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à ces personnes qui ne sont pas très nombreuses. Certains sont des franciscains, ils jouent un rôle important, d'autres sont ces colonisateurs. Et comment eux réagissent, et aussi comment le gouvernement qui est à Mexico, lui, va gérer cette périphérie, comme tu dis. Oui. Alors, donc, ce qui est intéressant avec l'indépendance du Mexique, c'est que, et effectivement, dans toutes ces indépendances qui font écho les unes aux autres, c'est-à-dire que ceux qui mènent l'indépendance, ils observent aussi ce qui se passe ailleurs, ils observent les États-Unis, ils admirent pour certains les États-Unis, même si quand même c'est des vilains protestants, donc faut quand même pas faire exactement pareil qu'eux. Ils lisent les auteurs des Lumières européens, donc il y a plein de circulations de modèles, et c'est un moment après, il y a eu la guerre de 7 ans dont on n'a pas parlé, qui est aussi un peu le contexte de fondation des établissements de Californie, qui est un moment de remise en cause. Donc la guerre de 7 ans, c'est le moment où, en gros, qui est assez connu ou oublié au contraire en France, c'est un peu comme Alésia, c'est le moment où on abandonne les colonies françaises en Amérique du Nord. Donc voilà, on préfère pas trop y penser, mais c'est aussi un moment
où en gros l'Espagne et donc la France subissent des revers très importants militairement et craignent pour leurs colonies, notamment les plus précieuses, les plus productives de sucre, puis d'argent, quoi, de revenus dans les Antilles. Donc il y a ce moment où on réfléchit sur comment on va faire pour tenir tête en fait face à un certain dynamisme nord-américain, enfin britannique, puis nord-américain. C'est un moment aussi où de plus en plus on se pose des questions sur l'esclavage et sur le modèle de colonisation, disons, qui commence à être appelé ancien par opposition à la colonisation nouvelle, et on dit comment est-ce qu'on peut réfléchir à une forme d'empire, d'occupation de l'espace qui soit plus moderne, qui soit aussi plus efficace, c'est-à-dire à la fois plus humaine, mais aussi plus efficace. Et donc, il y a beaucoup d'autocritique et beaucoup de réflexion. Et donc, malgré ce contexte-là, par exemple, on décide pour la Californie, c'est Galvez et le Conseil des Indes qui décident de quand même avoir recours à cet ancien modèle qui est celui des missions de colonisation. Mais déjà, on a des rapports et des réflexions sur est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de coloniser cet endroit, d'utiliser cet ancien modèle. Et donc à l'indépendance, en fait, on retrouve ces mêmes réflexions et ces mêmes observations, et d'autant plus que pour les Mexicains, s'ils ont pris leur indépendance, c'est aussi pour se distinguer de la monarchie espagnole, pour dire nous on est différents, on va faire mieux. Et donc on va critiquer ce qui a été fait avant, et dans un certain nombre de débats au Parlement ou de discours des ministres, à chaque fois qu'il est fait mention de la Californie, c'est pour dire à quel point c'est l'archétype de l'ancien régime. C'est-à-dire qu'on a une sorte de carotte glaciaire de ce que c'est que l'ancien régime en Californie. Et donc, il faut absolument changer ça en Californie. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de la Californie au moment de l'indépendance. On se demande si ils ont prêté serment à l'indépendance, ils sont au courant, on leur envoie des tas de documents, etc. Et à chaque fois qu'on en parle, c'est ils sont sous domination des missionnaires franciscains, ils sont extrêmement conservateurs. Bon, tout ce monde-là à Mexico est bien entendu très catholique, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que les missionnaires et les ordres qui possèdent un grand nombre de terres, etc., ça fait un petit peu obstacle à cette nouvelle pensée qui se développe à Mexico. Et donc, ça va avoir plusieurs effets. Le premier effet, c'est de considérer qu'en fait, il va falloir un peu faire table rase en Californie et qu'on va pas tellement demander leur avis aux Californiens, ni les colons, ni les natifs, ni personne, ni les missionnaires encore moins, sur ce qu'il faut faire en Californie. On va imaginer à Mexico quel est le meilleur système pour la Californie, en considérant que, en plus, pas de chance, c'est normal en quelque sorte quand on connaît ce qui se passe en Californie, mais le premier député que les Californiens finissent par élire pour envoyer au Congrès constituant du nouvel empire mexicain, c'est l'ancien gouverneur espagnol. Donc, qui pourtant était un libéral, hein, donc il était opposé à l'indépendance, mais bref. En tout cas, c'est vu comme un signe de ces gens-là sont pas tout à fait prêts pour l'indépendance, et donc on va réunir une commission de développement de la Californie, on va en faire un territoire de la Fédération mexicaine pour en gros que ce territoire reste sous tutelle de Mexico et qu'on décide pour eux ce qui était bon pour eux. Donc ça c'est le premier effet. Le deuxième effet de ça, c'est que il va falloir aussi un temps un peu d'adaptation, et on va avoir effectivement tout un jeu à plusieurs acteurs entre le gouvernement mexicain, les gouverneurs qu'on envoie là-bas, les gens, les colons, donc ces villageois ou ces militaires qui commencent à entrevoir les possibilités de la République, et les autochtones, pour savoir quoi faire dans cette nouvelle perspective. Et c'est ce qui explique aussi un événementiel, c'est vrai, assez difficile et compliqué, complexe, avec plein de révolutions, etc., qui se déroulent en Californie à ce moment-là. Ce qui nous amène à la question suivante, qui est vraiment au cœur du livre, puisque ce livre, c'est un livre d'histoire politique qui cherche à comprendre sur une trentaine d'années, en fait. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a des évolutions, des générations
se succèdent. Certains sont presque nés pendant les indépendances, ou du moins étaient petits, etc. Et donc, tu cherches à comprendre un processus important qui traverse ces personnes, ces acteurs plutôt, disons, hispaniques, mexicains, les Californiens ou Californios, et tu cherches à comprendre des formes de politisation, en fait, comment ils sont transformés et comment eux aussi transforment la politique. Donc si on résume avec les termes de l'époque, c'est comment on passe de sujet du roi d'Espagne. Aussi, il y a une autre catégorie qui est importante, peut-être que tu peux l'expliquer, dans la monarchie espagnole, c'est celle de vecino, c'est-à-dire d'habitants, mais aussi avec des droits, des privilèges qui sont attachés à un système d'ancien régime. Donc comment on devient sujet vecino, comment on passe à citoyen. Et ces questionnements-là qui n'avaient pas été posés avant toi pour la Californie à ce moment-là, c'est des questions qui ont été traitées par exemple par la France, dont tu évoquais tout à l'heure, par quelqu'un comme Maurice Agulon, qui a écrit un livre resté célèbre, La République au village, et toi tu nous fais un peu la même chose, La République au Pueblo, voilà. Oui, voilà, effectivement, ça reflète un peu, pour le petit point historiographique pour les étudiants au fond de la salle. Donc, c'est vrai que ce que j'ai essayé de faire là et qui avait pas été tellement fait pour différentes raisons, parce que étant donné que la Californie est aujourd'hui, enfin la Haute-Californie, Californie états-unienne est aujourd'hui un territoire des États-Unis, les personnes qui, voilà, les universitaires qui peuvent étudier cette région-là n'ont pas forcément nécessairement une formation en histoire de la monarchie espagnole, par exemple, et sont pas forcément toujours familiers de ces catégories de vecino ou de ce que c'est qu'un pueblo. Donc, et par ailleurs, moi, dans ma formation française, pour le coup, et aussi en histoire voilà, du monde hispanique, pour le coup, j'ai beaucoup été formée à cette question de la politisation, et donc j'ai eu envie aussi de l'appliquer à cette étude. Pour moi, en fait, c'était la seule manière de rendre de manière lisible, en fait, ce qui se passe à ce moment-là. Donc effectivement, alors la grande un peu question, c'est comment est-ce qu'on passe de sujet à citoyen, et en fait ça pose la question du passage de vecino, qui reste une catégorie importante, mais aussi donc dans cette idée de politisation, il y a cette question de comment est-ce qu'on on relie en fait des questions très local qui occupe le collectif qu'on forme dans son village et que vous vivez peut-être vous dans votre quartier, dans certaines associations où on va se mobiliser pour des choses très très locales et qui concernent les personnes autour de nous et qui sont vitales en fait pour survivre. La question de l'organisation des récoltes, de comment est-ce qu'on se partage la terre, éventuellement les terres communes, comment est-ce qu'on les fait tourner, etc. Bon, à une échelle aussi un petit peu différente, il y a la question donc des missions. Qu'est-ce qui va advenir des missions franciscaines avec l'indépendance, qui est une question, disons, qui concerne surtout l'échelle du territoire, qui est presque réglée, en tout cas qui est beaucoup moins saillante dans d'autres territoires du Mexique, parce que comme on l'a dit, la colonisation est plus ancienne, les Indiens et les Métis sont intégrés de manière différente, alors que là on est dans une colonisation très récente, et les missionnaires globalement vont dire on n'est pas prêt à séculariser les missions. Donc c'est un terme de séculier qui veut dire, en gros, on transforme les missions, on évangélisait en collectif les Indiens en villages où ils vont avoir des paroisses et on va leur distribuer les terres et ils vont être propriétaires et ils vont être comme des colons en quelque sorte. Donc les missionnaires disent on n'est pas prêt à ça, et donc ça c'est un enjeu qui est très fort en Californie à l'époque, parce qu'au contraire le gouvernement mexicain dit bah si là maintenant c'est en République mexicaine, c'est plus le moment des missions, il faut les séculariser, et donc il y a des enjeux qui sont comme ça. Et donc la question qui était intéressante pour comprendre cette politisation, c'était de voir un peu comment est-ce que d'une part, quelles étaient les pratiques, voilà, la politique au pueblo, comment est-ce qu'on se mettait à voter, le fait que ceux qu'on appelle les néophytes, c'est-à-dire les Indiens catéchisés, comment est-ce qu'ils se mettaient à voter ou pas, est-ce qu'il y avait des pratiques de vote différentes à la mission ou au pueblo. Donc tout ça m'a intéressé. Puis aussi comment c'est un système d'élections à différents degrés. Il y avait des élections très locales, et puis ensuite on envoie des représentants à la cabecera, c'est-à-dire à la localité, le chef-lieu si vous voulez, pour faire un nouveau niveau d'élection, et ensuite on envoie encore des représentants à la capitale du territoire. Et donc en fait, comment est-ce que ces élections et le fait de faire ces déplacements et de nommer des représentants créent aussi une sorte d'identification territoriale.
Et donc il y a ça, et il y a aussi comment est-ce que finalement il y avait une compréhension de la part de ces acteurs locaux californiens de la politique à l'échelle nationale, c'est-à-dire au Mexique à la même époque se développent des sortes de c'est pas exactement encore des partis politiques de masse, mais en fait on commence à avoir des étiquettes et des appellations politiques qui au Mexique tirent leur nom de réseaux maçonniques, donc c'est les Yorkinos et les Escocès, donc ceux qui sont du rite de York et ceux qui sont du rite écossais. On dit aussi, mais plutôt un peu plus tardivement, les libéraux et les conservateurs, ou les modérés libéraux. Enfin, il y a des tas d'appellations comme ça. Et ma question, c'était est-ce que ça parle aux Californiens en fait ces étiquettes-là et en quoi c'est important en fait. Et donc ça se met à leur parler, notamment par je l'ai décrit dans le livre ces phénomènes, mais en gros il y a des personnes qui se font les passeurs de ça. Mais ce qui a été important pour moi et ce que j'essaye de démontrer, c'est que c'est pas seulement de la diffusion du Mexique, du centre vers la périphérie, c'est pas seulement à Mexico, on commence à employer ces catégories de Yorkino, Escocais, et ça veut dire quelque chose, ça veut dire un programme politique particulier, et en fait ça va être transposé, passé par ces passeurs directement en Californie. En fait, les Californiens, effectivement, ils apprennent l'existence de ces étiquettes par le biais de ces passeurs, par le biais des députés qu'ils envoient à Mexico. Mais en fait, très vite, ils adaptent, c'est-à-dire que, alors qu'au gouvernement, par exemple, à Mexico, tous les gouvernements qui soient conservateurs ou écossais ou yorkins ou libéraux sont pour la sécularisation des missions. Et en réalité, les missionnaires, ceux qui sont en faveur de garder le système des missions, vont essayer de se faire des alliés, de dire « Ah, mais le gouvernement conservateur et écossais, il est dans notre camp. Donc nous aussi, on est écossais. Et comme vous êtes un gouvernement écossais, il faut nous soutenir parce que nos ennemis ici, ils sont yorkins. » Et donc voilà, ils vont utiliser en fait ces systèmes d'opposition. Et on pourrait dire, avec une observation extérieure, ah mais ils se trompent, c'est pas ça les Écossais, parce qu'en fait les Écossais, ils étaient aussi pour la sécularisation des missions, mais en fait c'est un usage stratégique de ces catégories. Et donc, ce que je trouve que j'apporte du coup à cette étude sur la politisation, c'est qu'on n'est pas du tout dans un modèle de diffusion passive, mais en fait d'utilisation stratégique et très active, et aussi par rapport à l'image qu'on pourrait se faire des missionnaires qui sont tellement dans l'ancien monde, qui comprennent pas ce qui se passe. Au contraire, c'est eux les plus affûtés en politique à cette époque-là. Et même si c'est pas des jésuites, c'est des franciscains, mais ils développent un argumentaire, ils maîtrisent sur le bout des doigts l'argumentaire libéral de l'époque pour pouvoir justement obtenir leur fin. Et voilà. Ah oui, si. Et alors sur les Californios, si tu veux que parce que ce que je montre aussi dans le livre, c'est donc j'en ai parlé un petit peu avec la question des élections et le fait qu'on envoie des représentants, et donc ça permet de construire, de constituer une identification à quelque chose de plus large, de plus grand que simplement son district, son village, et par rapport notamment à une entité californienne dont on se rend compte, d'une part, en allant à Mexico, il y en a très peu qui vont à Mexico, mais il y a quand même les députés que effectivement, on est un peu traité comme des pecnos, quoi. Quand on arrive à Mexico et qu'on est californien, le mot californio, c'est impropre en fait en castillan, en espagnol. Faudrait dire californiano, mais on utilise californio un peu pour justement montrer que c'est un peu des moins que rien et c'est un peu des bouseux. Et en fait, ils vont retourner le stigmate, comme on dit, même si c'est pas exactement approprié, mais ils vont réutiliser ce terme-là, notamment au cours de révoltes, d'abord en 1831, 1832, puis en 1836, où là, il y a carrément une déclaration d'indépendance de la Californie, pour revendiquer avec fierté ce terme de Californio, et le revendiquer avec fierté. Et c'est ce que je montre pour le cas de l'indépendance de 1836, non pas en sécession, non pas en opposition avec ce qui est en train de se construire comme système politique à Mexico, c'est-à-dire cette république fédérale qui est mise en place en 1823-1824, mais au contraire pour dire nous voulons faire partie et nous aspirons à faire pleinement partie du fédéralisme mexicain comme on nous l'a promis. Donc nous ne voulons pas être un territoire, nous voulons être un État de plein exercice, nous voulons avoir notre propre manière de nous gouverner nous-mêmes, nous voulons avoir un gouverneur que nous élisons et non pas qui est nommé par Mexico, nous voulons dessiner entre nous ce qu'on va faire des missions franciscaines, comment est-ce qu'on va les séculariser, qui va les avoir, etc. Donc évidemment, vous en doutez, c'est aussi pour
s'approprier la terre des missions que ça va être là. Mais en tout cas, ça passe par un langage politique et un ancrage politique qui n'est pas du tout celui d'une sécession par rapport au Mexique et qui serait tout de suite une volonté d'être intégré aux États-Unis, même si c'est des choses qui sont évoquées notamment du côté états-unien. Mais c'est vraiment pour en fait prendre pleine part à la construction nationale mexicaine. Donc là, on arrive dans les années 1830 et presque 40. Il est aussi 7h moins le quart, hein, mais c'est pas la question. C'était plus de savoir, là, tu nous as expliqué l'historique d'un monde de mission assez encadré, peut-être aussi confiné du côté espagnol. Et donc, tu appelles ce moment des années 1830 l'ère des ranchos. Et est-ce que le paysage change ? Enfin, est-ce qu'il y a un effet justement de colonisation un peu paradoxal, puisqu'on parle d'une république aussi qui... Donc, est-ce que tu pourrais, à ce stade, nous expliquer un peu les évolutions ? Oui, alors en fait, un des grands moments, c'est que finalement, en 1833, le Congrès mexicain, donc central, vote la sécularisation des missions. Donc ça va être un moment où cette loi va devoir être progressivement appliquée. Alors il y a des va-et-vient, je vous passe les détails, mais ce que ça signifie, c'est qu'en théorie, c'est une forme de normalisation, si vous voulez, de la Californie, où on n'a plus ces grands domaines, parce ce qu'il faut voir, et que, on voit plus sur les cartes, mais qu'il y a donc 21 missions franciscaines en Californie, et leur terroir, c'est-à-dire le territoire qu'elles occupent et cultivent et revendiquent au nom des Amérindiens qui sont en son sein et qui ont été catéchisés en son sein, ça occupe quasiment la totalité d'une grande bande côtière, pas la vallée centrale, la San Joaquin Valley, là où passe la Five, pour ceux qui connaissent la Californie, mais en tout cas toute la zone côtière, la quasi-totalité des terres est revendiquée par les missions franciscaines. Et donc quand la sécularisation des missions est décrétée, il y avait déjà eu quelques concessions de terre à la marge, mais là ça signifie qu'en fait une grande partie des terres va pouvoir être distribuée. Alors il y a beaucoup de conflits de savoir si et comment les Amérindiens vont avoir le droit à la terre, mais en gros le processus aboutit à une privatisation des terres et en gros à un découpage mais assez lâche, avec un maille assez large, et donc les ranchos, qui auparavant désignaient des élevages qui faisaient partie des missions, qui étaient des terroirs plus petits à l'intérieur du territoire des missions, vont être en gros appropriés par des grandes familles californiennes qui vont les occuper, et puis récupérer aussi en grande partie la main-d'œuvre amérindienne qui travaillait déjà dessus, et donc on va avoir un transfert de propriété, aussi une transformation à la fois des lieux où il y avait des forts militaires et des missions en pueblos. Donc ça va être une tentative en fait de normalisation qu'on pourrait dire républicaine avec un vocabulaire un peu français qui est pas exactement adapté, mais si vous voulez une normalisation du territoire avec aussi un découpage en préfecture, etc. Donc ça va donner un peu l'illusion à la fois aux Californiens mais aussi au gouvernement mexicain et au Congrès mexicain d'une normalisation du territoire qui va être intégrée. En plus, alors la Californie n'obtient pas de devenir un État libre et souverain malgré ce mouvement de 1836 qui le proclame et le revendique, l'État libre et souverain de Californie. Mais en réalité, elle obtient ce qu'elle souhaitait, c'est-à-dire l'égalité avec les autres territoires, enfin les autres États, puisque à partir de 1835-1836, le Mexique devient non plus une république fédérale, mais une république plus ou moins centralisée, dans laquelle les anciens États deviennent des départements, et dans lequel finalement la Californie est un département comme les autres. Et donc finalement, bon an mal an, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une forme d'égalité, de reconnaissance de leur statut égal au sein de la République mexicaine, même centralisée, même si c'était proclamé haut et fort fédéraliste. Ils se disent aussi qu'ils sont tellement loin que finalement ils vont pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas loin d'être la réalité. Donc il y a cette question d'une forme de normalisation. Mais dans le même temps, on a des pressions qui se développent à la même époque, à la fois du fait de la sécularisation des missions, mais aussi du contexte géopolitique international, si on veut, qui, au contraire, font que la Californie, à partir du milieu des années 1830, 1835, 1836, jusqu'à la guerre entre les États-Unis et le Mexique, va au contraire connaître des forces plutôt depuis l'intérieur du continent, mais même aussi depuis le Pacifique, qui vont faire pression sur cette Californie normalisée et
et la remettre au défi d'un statut de frontière. Frontière au sens d'un endroit qui va être disputé, qui va être la cible à la fois de migration de plus importante et de circulation commerciale, c'est-à-dire que la Californie va être de plus en plus intégrée à un marché globalisé, donc notamment les élevages californiens vont se développer de manière extrêmement rapide et les têtes de bétail vont être très nombreuses et perturber aussi beaucoup les environnements pour être exportées sous la forme de cuir et aussi de suif, donc de graisse, pour alimenter la révolution industrielle en Nouvelle-Angleterre, en Angleterre. Également pour les ports vont s'ouvrir à la circulation des baleiniers, puisque c'est aussi la grande époque des baleiniers dans le Pacifique. Circulation avec l'archipel de Hawaï, ce qu'on appelle les îles Sandwich à l'époque, et l'Asie, où les circulations commerciales avec l'Angleterre, la France aussi, les Britanniques, un peu les Russes se développent. Donc c'est aussi l'époque de l'ouverture forcée. Enfin, on est avant cela, mais c'est juste avant l'ouverture forcée des ports asiatiques. Donc côté maritime, c'est ça. Et de l'autre côté continental, alors les États-Unis, donc là on le voit, c'est une carte qui montre où arrivent les États-Unis. La date, je sais pas. C'est au moment de l'indépendance du Texas, donc c'est dans les années 1830. Donc les États-Unis sont encore relativement loin à l'est, et surtout si on parle des États-Unis, il y a l'échelle de la revendication de souveraineté, mais en fait les installations, là j'ai pas la carte du recensement, mais en réalité la population va réellement dans la vallée du Mississippi, un peu du Missouri, mais on n'est pas non plus dans un développement, toute la partie verte qui est associée à la Louisiana Purchase, donc ce que la France a vendu aux États-Unis, et pas du tout peuplé, installé, etc. Donc c'est encore loin, mais néanmoins, il y a toute une compétition pour que il y ait une course en Oregon, donc au nord de la Californie, la zone qui est assurée. Il y a une sorte de course de vitesse entre l'Angleterre et les États-Unis pour peupler cette région-là. Et donc c'est ce qu'on appelle l'Oregon Fever à partir de 1837, la fièvre de l'Oregon. Où on a quand même un certain nombre de migrants qui passent par voie terrestre pour aller s'installer en Oregon, et dont un certain nombre viennent s'installer aussi en Californie, dans la vallée centrale. On a un certain nombre de trappeurs, d'hommes des montagnes qui s'installent là. Et ça, donc conjugué avec la sécularisation des missions, fait qu'on va avoir une sorte de ce qu'un historien qui s'appelle Natale Zapia appelle un monde intérieur. Il y avait déjà un monde intérieur, il y avait déjà des collectifs autochtones assez dynamiques, mais qui avaient été un peu bouleversés par l'arrivée de la colonisation européenne. Mais là, si vous voulez, on a une sorte de vigueur nouvelle de ce monde intérieur, par ces apports démographiques nouveaux, des anciens amérindiens qui étaient dans les missions, qui, au moment de la sécularisation, s'en vont ou bien circulent un peu entre les anciennes missions et ce monde intérieur, pour notamment voler du bétail, voler des chevaux, enfin voler, en tout cas c'est comme ça que là ils appellent les sources, pour prélever des chevaux. Et donc il y a toute une circulation commerciale, animale et même parfois d'êtres humains qui s'installent et qui font que en fait les sources montrent bien que dans les années fin des années 1830, début des années 1840, on a à la faveur de ce développement à la fois des élevages et de ce monde intérieur, énormément d'attestations de violence et de vols dans cette région, et d'inquiétude très forte de la part des autorités californiennes mexicaines sur les menaces qui pèsent sur leur territoire, qu'ils voient comme normalisé et à la fois sous une menace très importante, d'autant plus que dès 1835, on a des revendications plus ou moins officielles, en tout cas des demandes plus ou moins officielles de la part des autorités des États-Unis pour acquérir non seulement le Texas, bon je pourrais revenir sur le Texas s'il y a besoin, mais c'est parce que c'est une histoire un peu parallèle à celle-là, mais donc non seulement le Texas, mais aussi la côte californienne qui devient de plus en plus importante dans un point de vue commercial avec l'Asie, notamment la baie de San Francisco, qui paraît stratégique dans ce développement du commerce très lucratif et très important à cette époque-là. Et donc, aussi dans le cadre de la fièvre de l'Oregon, on a des compagnies qui s'organisent donc dans le Missouri et alentour pour aller spécifiquement s'installer en Californie. Donc, on a un peu cette angoisse des autorités californiennes on pensait avoir atteint un niveau de développement et de normalisation, mais en réalité, on est sous menace. Et en fait, au lieu d'aller vers un toujours mieux, on est en train de rencontrer une régression.
Et donc c'est ça un peu toute l'histoire des années 1840. C'est une histoire non linéaire d'un progrès constant, mais en fait on pensait être arrivé à quelque chose et en fait on est sous la menace. D'accord, mais donc on arrive un peu vers la fin du titre du livre qui est La ruée vers l'or, avec cette menace, cette pression. Et si je ne me trompe pas, tu expliques que finalement cette culture un peu d'indépendance des Californiens va les pousser à admettre leur intégration, pour le dire ainsi, dans les États-Unis. Ouais, en fait, c'est pas évident hein, quand on essaye de faire cette histoire en se replaçant, parce qu'aujourd'hui, nous, on connaît la fin de l'histoire. On sait que la Californie, elle est états-unienne. Alors maintenant, la question, peut-être, elle se pose aujourd'hui, puisqu'il y a tout ce discours avec une présence croissante et majoritaire des hispanophones, on peut se reposer la question d'une histoire qui serait pas linéaire. Mais néanmoins, voilà, la Californie, on sait qu'elle est devenue états-unienne, on sait que le rapport de force, il était déséquilibré, et donc ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est essayer de rendre compte des incertitudes et des choix que devaient faire ces personnes-là, les Californios, mais même il y a toute une diversité de points de vue en fait. Il y a les colons au nord et au sud de la Californie. Là, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose que je développe dans le livre. C'est que autour de Los Angeles et de San Diego, même de Santa Barbara, par rapport à ce qui se passe autour de San Francisco, San José, Sacramento, c'est pas Sacramento à l'époque, mais dans cette région de Sacramento, on a des perceptions en fait assez différentes des menaces principales et de ce qui se passe. Et donc, par exemple, la déclaration d'indépendance de 1836. Pour ceux du Nord, elle est pas grave. C'est aussi une proclamation qui entre dans le cadre de la fédération mexicaine. Mais pour le Sud, il y a une terreur que il va y avoir une intervention de l'armée mexicaine en Californie comme au Mexique, et que en Californie, on est beaucoup moins armé pour se défendre d'une telle armée, et qu'en plus, les armées mexicaines, comme elles sont pas bien payées, elles vont complètement ruiner le pays, etc. Donc, il n'y a pas la même du tout perception. Donc, il y a une sorte de disjonction entre Nord et Sud qui se développe à ce moment-là. Et en tout cas, ce que j'ai essayé de regarder, c'est donc cette diversité de positionnement dans un temps de très forte incertitude. C'est-à-dire que, oui, on voit bien que on est intégré dans ces mouvements commerciaux, que les États-Unis et les Anglais sont là, qu'ils ne se cachent pas de dire que, franchement, ils trouvent que leur système, il est meilleur, et que peut-être leur gouvernement, il est plus fort, et que, finalement, il y a des canonnières qui sont là, juste là, dans le Pacifique, et que peut-être il suffirait comme ça, et que, la Californie ne serait plus mexicaine. D'ailleurs, ça arrive en 1842, croyant que c'est la guerre, on a un commandant de vaisseau qui débarque à Monterrey et qui prend possession de la Californie au nom des États-Unis. Il doit se rétracter assez vite puisqu'il se rend compte que ce n'est pas à la guerre. Mais les informations, elles mettent du temps à arriver à cette époque-là. On n'a pas Internet. Donc voilà, il y a cette conscience-là de ces menaces. Il y a aussi l'idée que peut-être on peut jouer les uns contre les autres. Donc on en a des témoignages là dans la correspondance de l'époque sur alors oui, pour essayer de contrer les États-Unis, peut-être qu'on devrait aller faire les yeux doux aux Britanniques, parce que finalement, ok, c'est des protestants, et c'est des monarchistes, mais ils sont beaucoup plus loin, donc peut-être qu'on aurait plus d'autonomie. Mais non, regardez ce qu'ils ont fait à leur colonie, etc. Donc il y a tout un dialogue, une observation aussi de ce qui se passe ailleurs à partir des informations qu'ils ont, de la presse. Il n'y a pas de presse en Californie à cette époque, mais ils reçoivent un certain nombre de journaux, notamment de Hawaï. Donc, il y a la Sandwich Island Gazette qui arrive assez infréquemment, mais qui arrive quand même. Et donc voilà, j'ai essayé de regarder cette situation d'incertitude et aussi d'essayer de comprendre leur raisonnement. Et finalement, quand à la fin des années 1840, ils ont un peu tout essayé, ils ont demandé des ressources, des recours à Mexico. Il y a normalement des renforts militaires qui devaient arriver, mais ils n'arrivent jamais parce qu'en fait, en cours de route, ces régiments vont rejoindre les guerres civiles mexicaines. Et donc, il y a cette idée qu'ils vont pas pouvoir être protégés et qu'en fait, il faut être protégé parce que, notamment, ils n'arrêtent pas de se faire attaquer et leurs troupeaux se font décimer par les Amérindiens qui n'arrêtent pas de les attaquer, que c'est des groupes amérindiens mais pas seulement. Et donc il y a un moment effectivement où quand la guerre se déclare, donc en 1846, certains vont résister, notamment dans le sud, à Los Angeles, on a une résistance assez forte. On a même une victoire californienne à San Pasqual dans le sud.
Dans le Nord, c'est vrai que il y a une reddition un petit peu plus rapide, notamment parce qu'en fait, il y a un événement qui précède non pas la déclaration de guerre, mais la connaissance de la déclaration de guerre, qui est la prise du fort de la frontière nord de Sonoma. Donc c'est là où on fait du très bon vin maintenant, un peu cher, mais du bon vin maintenant. Mais Sonoma, à l'époque, c'était un fort militaire qui gardait la frontière nord. Et ce fort, il est pris par un collectif d'états-uniens qui se prévaut du soutien d'un explorateur qui s'appelle Fremont, et qui n'a pas vraiment soutenu, mais qui probablement un peu a soutenu quand même en sous-main, et qui a déclaré l'indépendance de la Californie. Et il déclare une république du drapeau à l'ours. Donc c'est la Bear Flag Republic, et donc l'ours est toujours aujourd'hui sur le drapeau de Californie. Et en fait, quand les Californiens, notamment à Monterey, à San Francisco, ont connaissance de cet épisode-là, ça leur va pas du tout. C'est-à-dire que qu'un gouvernement, certes peut-être ennemi comme celui des États-Unis à l'époque, puisse revendiquer ce territoire-là, au moins on serait sous couvert du droit états-unien et du système politique états-unien qu'on admire un peu à l'époque, même si on n'a pas forcément envie de devenir tout de suite états-unien, et notamment il y a la question de la religion qui est quand même importante, mais au moins on sait qu'il y a un système légal qui va protéger les propriétés, qui va engager l'armée états-unienne contre les Amérindiens, donc on va avoir un système légal qui va nous protéger, mais là cette Bear Flag Republic, il la compare à une république pirate en fait, et donc en réalité, ils sont tellement effrayés par cette espèce de collectif sans foi ni loi qui leur rappelle finalement ces collectifs qui n'arrêtent pas de faire des raids sur leurs élevages, que quand effectivement la nouvelle de la déclaration de guerre des États-Unis arrive et que les navires armés qui sont présents dans la baie de San Francisco occupent officiellement San Francisco et changent le drapeau, quelque part, c'est un soulagement en quelque sorte, parce que au moins, ça va être un système légal à part entière et connu qui va se mettre en place. Après, pendant la guerre, qui se termine pas tout de suite, elle dure quand même 2 ans, les Américains, enfin les États-Uniens, dans la campagne guerrière, se met à prélever aussi des chevaux et se servir sur la bête. Il va y avoir des nouveaux mouvements de révolte internes. Donc voilà. Je sais pas si ça répond complètement à ta question, c'est peut-être un peu alambiqué, mais voilà, ce qui était important pour moi, c'est d'essayer de. Alors, le mot barbare, c'est d'éviter la téléologie, c'est-à-dire de tout expliquer en fonction de la fin, parce qu'à l'époque, comme aujourd'hui, souvenez-vous, au moment du Covid, on savait pas comment tout ça allait terminer. Et donc, en fait, on est plein d'incertitudes, on fait un peu des paris sur l'avenir, on peut se tromper, on peut aussi avoir des espoirs bien fondés ou mal fondés, ou avoir plusieurs fers au feu, c'est-à-dire se dire, je vais garder des atouts dans chacun des plans, puis voir ce qui se passe, parce qu'ils sont aussi conscients de leur impuissance, en réalité. Merci. Donc on a quand même réussi à arriver jusqu'à la ruée vers l'or ou... Pas vraiment. Pas vraiment, non. Mais peut-être qu'on le garde pour la prochaine rencontre, parce que je voulais terminer de mon côté, et tu pourras commenter après, sur la qualité du livre et de la recherche en histoire qui tient probablement à ta capacité à avoir mis ensemble à la fois des historiographies, c'est-à-dire des façons d'écrire l'histoire qui sont différentes. Je parle d'une historiographie européenne, une mexicaine et puis une, on va dire, états-unienne, sans doute chacune avec des méthodes et des façons de faire différentes. Donc ça, c'est un premier point. Le second, c'est les sources, qui se trouvent aussi dans des lieux très différents, en Espagne, au Mexique et aux États-Unis. Et évidemment, à chaque fois, je regarde en premier dans les livres la liste des fonds d'archives consultés, et ils sont très, très nombreux. Dans ton cas, donc tu pourrais peut-être nous mentionner celui qui te plaît plus par son côté inédit, si tu veux, après. Et puis une histoire qui n'était pas écrite et que tu n'as pas fait d'une façon à la papa, pour le dire comme ça. Voilà, en la poussant vers des questions, vraiment comment les gens, là, sur place, se sont emparés de ces questions politiques à travers donc, de multiples sources. Donc bravo, vraiment. Oui. Non, mais merci. Mais effectivement, j'ai regardé beaucoup de sources un peu en détail, et je pense que c'est, pour un peu vanter le système que nous permet la France, même si la France a des défauts, le fait que, après aussi, j'ai été soutenue financièrement pendant de longues années pour faire cette thèse un peu sur le long terme, mais du coup, parce que
la Bancroft Library à Berkeley, qui a le plus grand nombre, enfin le plus grand volume d'archives qui concerne, c'est vraiment le centre d'archives sans lequel voilà le livre ne tiendrait pas. Même si j'ai trouvé des très belles choses et des choses qui n'avaient pas été vues à Mexico, parce qu'encore une fois, les historiens de la Californie parfois se contentent des archives qui sont en Californie et vont pas forcément à Mexico. Et là, c'est vrai que c'était vraiment très utile d'aller à Mexico, y compris pour avoir parfois des copies de ce que j'avais en Californie, mais pour voir aussi comment est-ce qu'il y avait une communication entre le gouvernement local et le gouvernement mexicain, avec parfois des dossiers où voilà, il faut voir, ils copiaient à la main tous les comptes rendus des délibérations du conseil territorial, qui était donc l'instance délibérative conseil du gouverneur, qui avait des dossiers sur chaque gouverneur quand il y avait des révoltes, et donc ça fait des pages et des pages, et on avait les copies dans l'un et dans l'autre. Donc en termes de voilà bon, toi l'empire de papier, tu vois bien ce que c'est, mais voilà, de comment est-ce que concrètement le lien de gouvernement et la relation politique entre la capitale et la province, le territoire se fait concrètement. Par ailleurs, j'ai trouvé aussi une correspondance qui m'a été utile, parce que une des choses que je fais dans le livre, mais qui est vraiment un détail, c'est de en quelque sorte prouver qu'il y avait l'organisation d'une loge maçonnique de York en Californie, qui peut-être n'a pas été enregistrée officiellement, mais néanmoins voilà, qui existe. Et j'en ai trouvé la preuve en allant à Mexico et pas en Californie, donc bon, j'étais heureuse de ça. Mais sinon, le gros volume en fait des archives officielles de la Californie et de la correspondance privée se trouve à la bibliothèque Bancroft à Berkeley. Et là, très honnêtement, c'est des volumes et des volumes que j'ai compilés pendant 2 années entières, en gros en allant quasiment tous les jours à la bibliothèque et en prenant aussi beaucoup de photos. Enfin non, je ne pouvais pas prendre des photos, c'était des copies à l'époque. Il y a quelqu'un ici présent qui a été un peu là avec moi, mais qui était toute petite, mais qui ne m'écoute pas. Mais en fait, il s'agissait de les lire de manière très linéaire. Et je pense que si on n'a pas ce temps-là pour pouvoir les mettre en relation, pour pouvoir malgré un contenu répétitif, comprendre certaines évolutions, mettre en relation certains événements avec d'autres, on ne peut pas arriver à ce résultat-là. Et aussi, ça m'a donné beaucoup de temps de cette masse d'informations qui, au début, était un écrit... la thèse faisait le double du livre, mais avant même la thèse, je l'ai réécrit plusieurs fois. C'est-à-dire que pour rendre compte de cette masse d'informations et en faire quelque chose d'à peu près digeste et qui a du sens et qui raconte une histoire, mais qui soit une histoire, j'espère pas à la papa, peut-être même pas à la maman, mais voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, et donc c'est vrai que je suis reconnaissante d'avoir pu prendre 7 ans à faire ma thèse de doctorat et ensuite 10 ans, quasiment 9 ans à faire le livre. Voilà, donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail, quoi. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mais bravo en tous les cas. Et ce qui me permet de passer la parole à la salle en liesse qui veut poser des questions à Emmanuel Pérez-Tisserand en chair et en os, à mes côtés. Beaucoup d'émotions. Qui veut poser une question ? Et normalement, on en a préparé avec des amis, donc il devrait y en avoir. Voilà, je ne connais pas ce monsieur. Oui, merci. Tu as parlé du fait qu'il n'y avait pas de presse propre en Californie, alors que, par exemple, dès l'indépendance ou même avant l'indépendance, sur la côte est de l'Amérique du Nord, il y a une presse vivante. Alors, comment se fait ce qu'on peut appeler l'espace public, l'opinion publique? Quelles sont les voies de circulation d'informations et d'idées? Ouais, c'est une excellente question, merci Jack, que je ne connais pas non plus du tout. Donc effectivement, il y a une imprimerie qui arrive en début des années 1830 en Californie, qui sert essentiellement aux publications du gouvernement ou à ceux qui prennent le gouvernement. Et voilà, aux imprimés officiels. Et donc c'est aussi intéressant de voir ces premiers imprimés californiens, à quoi ils servent et comment le gouvernement les utilise, et notamment pour faire des placards, quoi, en fait, des affiches. Auparavant, d'ailleurs, il y a quand même des affiches, mais elles sont faites à la main et placardées sur les portes, notamment de l'église, ou proclamées à l'église le dimanche après la messe où tout le monde va. Et donc ça permet d'avoir cette assistance-là. Et donc la question, c'est effectivement comment est-ce que sans ce biais de la presse, ces idées dont j'ai parlé, c'est-à-dire les étiquettes politiques, les discussions se produisent. Il y a plusieurs vecteurs en fait, et qui sont pas toujours évidents à tracer, mais on en a
on peut les avoir quand même à la fois. Donc la chance quand même que j'ai, c'est d'avoir des récits qui sont certes a posteriori d'histoire de la Californie par certains de ces Californios qui ont été gouverneurs ou commandants militaires ou même qui ont occupé des postes moindres, mais qui donnent leur propre version de l'histoire de la Californie, qui, comme toute source, n'est-ce pas, les étudiants, doit être traitée avec circonspection, etc., mais qui néanmoins racontent en fait leur enfance. Tu parlais de ces générations qui sont nées en 1807, 1809 et qui arrivent à l'âge adulte en fait au moment de ces déroulements de l'indépendance. Donc c'est une des choses que je montre, cet effet de génération qu'on peut tracer parce qu'ils ont été à la même école et que ensuite on a le récit de ces jeux, etc. Et donc notamment un des vecteurs si on veut de politisation ou de sociabilité, c'est que certains gouverneurs organisent comme ça des veillées, des cercles de lecture, donc où ils commentent en fait ce qu'on pourrait appeler l'actualité, mais évidemment en un sens très différent de celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une actualité qui est relatée dans les journaux, qui date de plusieurs mois, voire d'un peu plus, mais qui commente un petit peu ces nouvelles idées politiques. Et on voit que ça a beaucoup marqué les Californiens parce que des années plus tard, c'est-à-dire là je parle des années 1860-1870, donc Juan Bautista Alvarado, qui est un de ces Californiens né en 1809, qui devient gouverneur en 1836, il récite presque par cœur voilà, les beaux discours du gouverneur Echeandia sur l'éducation des enfants et comment ça allait permettre de révolutionner la politique. Donc ça, c'est un vecteur un petit peu officiel, si on veut, même si c'est pas tant le cadre de son activité de gouverneur, mais voilà, il prend sous son aile un petit peu les jeunes pour leur apprendre la vie et les soutirer un peu à l'influence des missionnaires. En même temps, les missionnaires en chair le dimanche, visiblement, parfois, ils ont des discours un peu politiques aussi pour défendre notamment le système d'émission ou pour expliquer ce que ça change l'indépendance et notamment que va falloir renégocier certains privilèges qui avaient été octroyés à la monarchie espagnole parce que on fait plus partie de la monarchie espagnole, donc il va falloir renégocier. Donc voilà, on sait que les missionnaires aussi, comme je l'ai dit, avaient ce rôle politique. Et après, dans l'échange de correspondance, on a aussi des sociabilités de jeunes gens qu'on retrouve soit dans ces témoignages a posteriori, soit dans la correspondance parfois. Aussi, on a des affiches qui sont restées, qui sont faites à la main, un peu grossières. Donc, par exemple, il y a une révolte contre un des gouverneurs qui est traité de tyran et qui est non seulement traité de tyran, mais aussi il est moqué comme étant un cocu. Et donc, il y a une affiche qui explique tout ça avec un dessin à l'appui. Et donc, on imagine en fait, mais après, c'est des choses qu'on doit reconstituer. Qu'on n'a pas tellement finalement, parce qu'on pourrait l'avoir dans les archives judiciaires, par exemple des rassemblements pas autorisés, etc. Donc on a quelques traces de ça, mais sinon voilà, on imagine, on reconstitue un petit peu ces moqueries aussi quand voilà un alcalde, donc un maire de village vient au spectacle avec quelqu'un qui devrait être en prison. Voilà, on a le récit de ces rassemblements qui permettent aussi de partager cet imaginaire politique, ce langage politique. Et donc, comme j'en parlais tout à l'heure, cette fameuse loge maçonnique de York qui joue un rôle important autour d'un personnage qui s'appelle José María Padres, qui est donc un de ces passeurs qui en quelque sorte passe l'idéologie, si on veut, yorkine en Californie, mais les Californiens savent aussi bien l'utiliser à leur propre escient. Je ne sais pas si ça répond à peu près à ta question. Alors, oui et non. Parce qu'en fait, à la fois les missionnaires franciscains en Californie ont bien résisté en fait aux politiques mexicaines qui voulaient séculariser, et donc les missions sont restées quand même. On parle d'une période de temps qui n'est pas très longue, mais quand même ça a fait perdurer le système plus longtemps que ce que le souhaitait le gouvernement mexicain. Il y avait des projets parmi les missionnaires de fonder d'autres missions à l'intérieur des terres. Ça n'a pas été possible du fait du manque de ressources, principalement, malgré tout, parce qu'on a des sources assez intéressantes et marrantes à Mexico, sur le gouvernement central, dans les ministères. Donc il y a des échanges entre le ministère des Affaires ecclésiastiques et le ministère des Relations intérieures et extérieures, donc en quelque sorte notre ministère de l'Intérieur, sur
à la fois on veut se débarrasser des missions, mais en même temps on peut pas le faire tout de suite parce que sinon les Indiens vont s'échapper des missions et on n'aura plus aucun contrôle sur la Californie. Donc il faut qu'on les garde tant qu'on trouve pas des nouveaux missionnaires qui eux seraient fidèles et loyaux à la République. Et donc il faut qu'on trouve des moyens d'envoyer des missionnaires là-bas, même si on n'est pas d'accord avec les missions. Donc il se pose des tas de questions qu'ils voudraient pas se poser. Et donc on voit qu'ils n'arrivent pas très bien à leur fin. Et donc on reste quand même dans un... Alors après, je voudrais pas non plus rendre la Californie trop exceptionnelle au sens où en fait, dans le reste de ce qu'on appelle la frontière nord, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arizona, autour de Tucson, ou même en Sonora, qui est aujourd'hui encore, enfin, est toujours un État mexicain, mais au sud de la frontière, juste à la frontière, ou au Texas, puisqu'on en a parlé, ou au Nouveau-Mexique, on est quand même aussi dans des situations où on ne considère pas que les Amérindiens sont entre guillemets civilisés, mais c'est vrai que c'est en Californie où les missions gardent une telle importance aussi longtemps, et à tel point qu'en fait, aujourd'hui encore, ça reste un trait marquant à la fois dans le paysage, dans l'identité de la Californie, bon, par Hollywood et en partie par, non pas seulement par Zorro, mais par un autre film qui avant était un roman qui s'appelle Ramona, qui a été écrit par une romancière, une activiste aussi pour les droits des Indiens qui s'appelle Helen Hunt Jackson. Et en fait, elle a écrit ce roman sur la période des missions californiennes pour, en quelque sorte, critiquer le sort qui avait été fait aux Amérindiens aux États-Unis, c'est-à-dire le massacre, les guerres indiennes et puis ensuite la mise en réserve, pour expliquer qu'une autre politique était possible. Regardez comment ont fait les Espagnols, ce qui était un peu paradoxal parce que les Espagnols étaient plutôt le grand méchant à une époque. Donc il y a une relation paradoxale à la mission franciscaine que j'explique notamment dans ces articles sur Zorro et la légende de la Californie. Mais donc il y a eu une valorisation aussi des missions, ne serait-ce que parce que les commerçants états-uniens et anglais en fait commerçaient beaucoup avec les missionnaires pour extraire, pour acheter des peaux, des cuirs du suif et vendre des marchandises, des biens manufacturés anglais et états-uniens. Et donc en fait avait une communauté d'intérêt avec les missionnaires. Et donc on a, si on veut, une sorte de perpétuation de cette légende un peu dorée des missions qui est un peu inattendue dans un contexte états-unien protestant qui est plutôt critique du catholicisme. Donc voilà, ça permet de nuancer ça. Et donc par rapport au reste du Mexique, qu'est-ce que c'était ta question à l'origine, en fait ça dépend des endroits, c'est très différent dans des régions plus centrales au Mexique. Par contre, c'est des problématiques qui sont plus proches de ce qu'on peut trouver au Texas ou au Nouveau-Mexique, sauf qu'en Californie, c'est vraiment là qu'on trouve ce modèle missionnaire qui reste très, très longtemps, y compris jusqu'à nos jours en réalité. Et enfin bon, il y a ce truc éternel en Californie qui est critiqué de plus en plus, mais où le travail manuel typique demandé je vais dire aux étudiants, mais aux élèves californiens, c'est de faire un modèle réduit d'une mission franciscaine en allumettes ou en bâton de glace ou en sucre ou que sais-je. Ça commence à être quand même un petit peu critiqué, mais c'est quand même, ça est resté très longtemps l'exercice canonique qu'on faisait à je sais plus quel grade, mais voilà. Donc ça reste un peu emblématique de la région. Je vais devoir deux personnes qui n'ont jamais l'occasion de me poser des questions. Pour des questions d'égalité de genre, Adeline Grand-Clément, bonsoir. Merci beaucoup. Je me demandais, on sait que c'est difficile d'écrire une histoire à parts égales, mais est-ce qu'on peut arriver à avoir aussi un peu le point de vue amérindien dans toute cette histoire où le problème des sources, évidemment, nous empêche en fait d'accéder à aussi cette dimension-là de l'histoire de la région? Excellente question. En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que j'ai essayé un peu de le faire, et notamment, j'ai un chapitre sur les effets de l'indépendance, et j'essaie de regarder différents secteurs de la société, et notamment, j'ai toute une partie sur la manière dont on pouvait essayer de retracer la manière dont les Amérindiens voyaient cette indépendance et cette possibilité de l'indépendance, en essayant de la soustraire à nos catégories, un peu comme voilà, j'ai dit en introduction avec Zorro, c'est-à-dire en essayant de pas avoir
parce que là c'est aussi pour les étudiants, on part avec un questionnaire qui vient de notre manière à nous de formuler les choses, mais en réalité peut-être que c'est pas on va rien trouver avec ce questionnaire-là parce que ça correspond pas du tout aux catégories que les personnes qu'on va étudier vont employer. Et c'est ce que je disais un petit peu. Parfois, on voit une confusion entre les soldats qui revendiquent certains droits au nom de la Constitution fédérale, alors qu'en fait c'est les documents de l'indépendance. Donc il y a une confusion aussi chez eux. Et donc j'ai essayé de le faire un petit peu sur les Amérindiens à partir de quelques épisodes qu'on peut retrouver dans les sources coloniales, notamment parce qu'il y a une énorme révolte dans la région de Santa Barbara en pays Chumash en 1824, qu'on a du mal à pas relier quand même aux conséquences de l'indépendance, mais à plusieurs titres, c'est-à-dire qu'à la fois on peut estimer qu'il y avait une perception d'une forme d'affaiblissement de la figure tutélaire du roi et donc de tout l'établissement monarchique, qui fait que ça a pu être une opportunité. Il y a aussi le fait que il y a quand même une des envoyés du Mexique pour aller reproclamer l'indépendance en Californie en 1822, et notamment cet émissaire-là, qui était un chanoine d'ailleurs, Agustín Fernández, qui en fait fait comprendre aux Indiens non seulement qu'ils doivent revendiquer leurs droits de citoyens, mais qu'en plus ils ne sont pas censés être battus, ils ne sont pas censés avoir des châtiments corporels. Et ça, les Amérindiens s'en saisissent parce qu'on parlait de comment est-ce que des questions très immédiates et locales et très importantes pour la communauté peuvent être liées à des effets politiques. Et ben là, l'indépendance, elle est directement reliée, et la République fédérale, elle est directement liée à ça, ce fait que on est libre, on est citoyen, et donc vous ne devez pas nous battre. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément s'empresser de la sécularisation des missions, peut-être même voter à la mission, c'est pas forcément si important que cela. Par contre, à faire en sorte qu'on ne soit plus battu, faire en sorte qu'on puisse élire nos propres représentants politiques au sein de la communauté ou ce genre de choses. Donc bon, ça on l'a par le biais des archives coloniales. On peut aussi l'avoir. Alors, c'est un peu ce que j'essaye de faire dans les nouveaux projets que j'essaye de développer maintenant, parce que, bon, comme je l'ai dit, j'ai passé beaucoup de temps sur ce projet-là et sur ce livre, et donc là, j'essaye de passer aussi à autre chose. Et ce qui peut être utilisé aussi, c'est des sources de nature plus ethnographique et qui sont un peu postérieures, parce que bon, on a des documents qui peuvent être interprétés comme des sortes de questionnaires ethnographiques, notamment les missionnaires doivent rendre des comptes sur la population qu'ils catéchisent, et donc on formule des réponses sur les pratiques de leurs ouailles, tout simplement. Donc ça, c'est des documents qu'on peut essayer d'utiliser et d'interpréter comme, le dirait l'autre, à contre-fil, against the grain. Mais on a aussi des documents ethnographiques qui datent de l'arrivée des États-Unis, et notamment parce que par rapport à la ruée vers l'or, c'est-à-dire qu'on peut en parler, on a une installation brutale, très rapide, très forte, massive démographiquement de personnes du monde entier, en particulier des États-Unis, dans la vallée centrale de Californie, qui n'avaient pas beaucoup été colonisées jusque-là dans le système espagnol et mexicain. Ça développe tout un tas d'infrastructures. On fait des surveys, c'est-à-dire des comment on dit en français, des enquêtes et des rapports d'enquête de terrain pour construire des infrastructures, notamment les chemins de fer. Et là, on a des enquêtes ethnographiques et pour le développement de l'agriculture aussi, tout simplement, parce que ça devient des terres publiques des États-Unis. Il y a aussi tout un système de reconnaissance des propriétés qui fait qu'on a pas mal d'informations qui vont être produites, beaucoup de papier qui va être produit à cette époque-là, donc au début des années 1850 et ensuite 1860, et qui permettent d'avoir des données sur ces populations-là amérindiennes, plus de l'intérieur, qui parfois sont aussi issues des missions plus de l'extérieur, de la californienne, puisque un certain nombre de populations réfugiées se sont installées là. Donc voilà, on essaye, on bricole un peu. J'essaye aussi d'utiliser, bon, pas directement des sources archéologiques, mais des rapports d'archéologie ou des articles d'archéologie c'est ce que j'ai fait dans ce fameux article dont je parlais, que j'ai fait pour Guillaume et Hilary récemment, sur la dimension très spatiale des missions, pour pas se contenter de voir ce qui se passe là où il y a l'église et le complexe central de la mission, mais sur tout le territoire qui est quand même immense. Il faut voir qu'on a des milliers d'Indiens sur un très grand territoire, et il y a 2 missionnaires
et 4 ou 5 militaires qui font l'escorte. Donc forcément, c'est tout un monde amérindien qu'il nous faut atteindre, que j'ai pas complètement fait là, parce que c'était pas le projet. Encore une fois, là, le questionnaire, il était finalement très centré sur une politisation à l'européenne, la construction d'un État national et du fédéralisme, etc. Et donc, quelque part, l'origine même de mon questionnement me conduisait à avoir ce biais-là. Et voilà, j'en prends acte, mais c'est vrai que j'essaie de voir d'autres choses maintenant. Bien sûr. Merci pour ce travail et ce livre que je vais m'empresser de lire avec grand plaisir. Tu as évoqué très brièvement le Pacifique, Hawaï, etc. Est-ce qu'il y a des interactions notables, des influences, des circulations avec les populations du Pacifique, de l'Asie, de la Russie, etc., qui jouent un petit peu dans tout ce décor et tout cet univers? Complètement, et je sais que tu veux que je parle du surf, mais je ne parlerai pas du surf tout de suite parce qu'il arrive un peu plus tard. Mais oui, alors en fait, ce que j'ai vu, non pas forcément dans des sources directes, mais un petit peu dans la correspondance, et puis aussi en lisant d'autres historiennes, d'autres historiens, c'est que on a certes des États-Uniens assez tôt sur la côte pacifique américaine pour les raisons du commerce que j'évoquais, mais en réalité, on a là où on a une très grande, enfin une importante communauté états-unienne qui s'installe à cette époque-là, c'est justement à Hawaï. Et d'une certaine manière, une manière que j'ai eu de le formuler, je crois, à la fin du livre, ou peut-être dans l'introduction, je ne sais plus exactement, c'est que on est en Californie, on n'est pas tellement dans une conquête de l'Ouest, on est dans une conquête de l'Est, parce qu'en fait, un certain nombre de personnes qu'on retrouve à s'installer en Californie et à porter un peu la parole de la nécessaire annexion de la Californie, de la souhaitée annexion de la Californie aux États-Unis, elle vient de personnes qui sont sur ce commerce pacifique, et donc non seulement qui relie la Nouvelle-Angleterre à la Californie, mais en réalité, la plaque tournante de ces circulations, c'est Hawaï, c'est les îles Sandwich à cette époque-là. La Californie est présente, mais plutôt périphérique en fait par rapport à cet endroit-là, pour des raisons diverses aussi, parce que vis-à-vis des populations hawaïennes, on est dans il y a un mépris assez fort qui se développe au début du 19e siècle pour les Mexicains qui sont métissés, etc. Mais c'est encore plus fort avec les autochtones hawaïens, et donc il y a une présence et puis c'est une île, donc c'est aussi d'autres dynamiques de territoire et de maladies, etc. Donc c'est différent comme dynamique. Mais donc on a ces circulations sur toute la côte Pacifique. D'ailleurs, c'est une des choses qui serait intéressante à faire, de regarder un petit peu ces circulations, non seulement entre Hawaï et la Californie, mais donc aussi évidemment l'Asie, mais aussi la côte de l'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Et donc, voilà, on a des correspondants anglophones à Callao, à Acapulco, Valparaiso, enfin, ces différents endroits qui seraient intéressants à regarder. Et donc là, j'ai beaucoup parlé des États-Unis, mais quelque chose que j'ai pas évoqué dans le contexte, c'est une des raisons pour lesquelles les autorités espagnoles, de la monarchie espagnole, décident à la fin du XVIIIe siècle de effectivement non seulement revendiquer cette région-là, mais de l'occuper effectivement et de fonder des missions et des forts dans la région pour être effectivement présent. C'est que c'est la menace russe en fait, parce que donc la Russie est en face, et donc on a l'Alaska, non russe, c'était russe jusqu'en 1867, et en fait on avait une présence russe dans cette région qui en fait est une sorte de prolongement de leur propre conquête de l'Est, et en fait grâce, enfin ils exploitent les populations locales pour la pêche et la chasse à la loutre marine. Il est identifié notamment dans les voyages du capitaine Cook, qui est donc un Britannique assez connu, que ces fameuses loutres marines, leur fourrure qui est très riche, très belle, elle se vend à prix d'or en Asie, et ça c'est l'aubaine parce que en fait on achète des tas de choses à l'Asie, du thé, des porcelaines, des soieries, des épices, mais en fait ça coûte très cher en liquidité, et donc si on arrive à trouver une monnaie d'échange, enfin un bien d'échange qui soit aussi précieux pour eux, c'est une aubaine. Et donc en fait les populations de ces animaux marins porteurs de fourrure, ils vont être décimés en quelques années, quelques décennies peut-être, à la fois par les Russes, mais aussi par les Anglais, par un peu les Français, mais moins. On est mieux, nous. Et c'était, en fait, toute cette région-là dont j'ai parlé de l'Oregon, qui, à partir de 1818, est en occupation et gouvernement conjoint entre les États-Unis et l'Angleterre. Auparavant, il a été revendiqué par l'Espagne et par la Russie. Donc, en fait, on a
la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle devient un siècle d'importante circulation et de concurrence, y compris géopolitique, dans le Pacifique à cette époque-là. Ouais. Ça répond à ta question. Merci beaucoup, Emmanuelle Pérez-Tisserand. Merci. Merci au public. Vous avez pu écouter Emmanuelle Pérez-Tisserand, auteur de Nuestra California, une histoire politique de la Californie mexicaine, de Zorro à la ruée vers l'or, édition Presse universitaire de Rennes, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, mercredi 20 septembre 2023, dans le cadre de la 6e rencontre du cycle Américas, proposée par l'Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques à Toulouse et le pôle sud-ouest de l'IDA. Réalisation et mise en onde, Radio, en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.